Il y a eu 90% d'abstention. C'est pas mal, hein? Donc au deuxième tour, ils ont été élus à 2 avec 10% des électeurs. On est d'accord? Eh bien, les résultats, ils ont été. Le mec, il y a eu 100% de votants. Non, mais c'est pas compté. Il a été élu, entre guillemets, il n'a pas eu 100% des voix. Hein. Et on compte pas. Il y a 96 pays au monde, qui, ont le vote obligatoire. Et moi, je suis pour le vote obligatoire. Et je vais vous dire, j'adore quand je dis ça parce que ça existe déjà en France. Non, pas théoriquement, monsieur. Non, le vote obligatoire existe déjà en France. Les sénateurs, c'est un vote obligatoire. Non, mais attendez. Non, mais je parle de vote obligatoire. D'accord? C'est des élus. Moi, j'étais conseiller régional. J'ai eu obligation d'aller voter pour les sénateurs. Quand on me dit que ça n'existe pas, je dis ça existe en France, c'est tout. Non seulement ça existe, mais je vais en donner en plus. Quand j'ai été voté pour les sénatoriales, on m'a filé 100 €. C'est-à-dire que non seulement j'ai eu l'obligation de voter, mais on m'a donné 100 €. Donc le vote obligatoire, on peut le mettre en place. Et moi, je demande aussi, c'est un truc vachement simple, pour limiter. C'est que ce ne soit pas le dimanche, que ce soit sur les heures de travail, en semaine. Et là aussi, qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. Puisqu'à une époque, les élections professionnelles, etc., c'était bien sur les heures de travail, etc. Mais entre guillemets, tous les élus confondus ne veulent pas que ça change. Je dis bien tous les élus confondus. Parce que c'est plus pratique le dimanche. Mais ça dépend où on va voter. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et encore une fois, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent voter. Pardon? J'entends pas bien, madame. C'est un acte civique. Parce que ça serait tellement plus simple. C'est un acte civique, donc c'est une conscience personnelle. Pourquoi sur les heures de travail? Mais je veux bien, madame, mais quand tout est fait pour que de bien vous n'ayez pas voté, autant que ça soit sur autant que ça, puisque le système aujourd'hui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter parce que les gens sont de plus en plus dégoûtés. Et qu'aujourd'hui, pour être élu, c'est de plus en plus facile. Parce comme il y a de moins en moins de gens qui vont voter, vous êtes élu aujourd'hui, je vais vous donner un exemple précis, je vous parlais de Valls. Le remplaçant de M. Valls. Ce que je vous dis encore une fois est totalement factuel. Le remplaçant de M. Valls, M. Choix, qui me déteste d'ailleurs depuis que je dis ça, a été élu, écoutez bien, avec 0,9 électeurs sur 10. Il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Il a été élu avec ça. Le remplaçant de M. Dassault, ça vous parle? PS on a. Non, Serge. Olivier, c'est le fils. Le remplaçant de M. Dassault au conseil départemental, et ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. 0,6 électeurs sur 10. C'est ça la démocratie en France aujourd'hui. La plupart des gens qui sont élus aujourd'hui en France sont élus avec un peu plus d'1 électeur sur 10. À un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de savoir si c'est ça la démocratie ou s'il faut qu'on se batte pour que ça change un petit peu. Parce que les gens qui sont élus avec un peu plus de 1 électeur sur 10, en plus, il n'y a aucun contrôle sur ces gens-là. Donc il y a 9 personnes qui n'ont pas voté pour eux, et ces gens-là font ce qu'ils veulent. Il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se pose la question, et non en forme de civisme, mais en forme de qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là et qu'est-ce qu'ils nous doivent. Parce que je rappelle encore une fois que c'est notre argent. Moi, je le dis souvent quand les quelques fois où ils m'ont invité encore à la télé, quand j'avais un député en face de moi, je dis mais attends, t'es mon employé, hein. C'est moi l'employeur. Donc c'est pas toi qui dois me dire ce que je dois faire, c'est moi qui te dis ce que tu dois faire pour nous. Parce qu'encore une fois, il y a une dame qui l'a dit, nous sommes le nombre. Comment ça se fait qu'il y a... Je vous donne un autre truc où moi je rends fou. Et excusez-moi, c'est... un argument, monsieur. Oui. Parce que quand vous votez, vous déléguez Oui. votre voix à la personne qui va vous représenter. Oui. Et après, elle décide, si vous n'êtes pas d'accord, il ne fallait pas voter pour lui, ou la prochaine fois, il ne faudra pas voter pour lui. Sinon, rien ne peut fonctionner. Et pourquoi? C'est pas un blanc-seing pour des années. Quand moi je vous délègue, dans votre entreprise, vous êtes mon comptable, quand vous êtes mon comptable dans mon entreprise, et que je vous délègue la comptabilité, je peux contrôler quand même la comptabilité que vous faites. Ah bah oui, c'est sûr, parce que les élus sont au-dessus de nous. Hein. C'est vrai qu'eux, ils savent.
Oui, bah, je sais, mais c'est tout, c'est ça. Et puis en fin de compte, ils nous ont roulé la tête. Oui, ils nous ont roulé la tête, je suis bien d'accord avec vous. Mais je comprends votre point de vue, monsieur. Hein. Encore une fois, je comprends. Mais moi, ça ne me suffit pas. Mais vous ne comprenez pas le mien, c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai été élu, en plus, je connais le truc de l'intérieur. Donc je peux vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et que le peuple en souffre. Pourquoi on ne peut pas contrôler les élus, excusez-moi? Pourquoi il y a des élus qui décident qu'ils vont mettre 20 millions d'euros dans un truc alors qu'en fin de compte, ils le mettent dans leur poche et qu'on ne peut pas contrôler? Ah bah oui, c'est autre chose. Mais non, c'est parce que j'ai délégué. C'est la corruption, ça. Oui, mais j'ai délégué. Donc ça ne me regarde pas. Pas déléguer la corruption. Mais non. Mais comme j'ai délégué, ils font ce qu'ils veulent et je verrai à la prochaine élection. Mais comme de toute manière, en plus de ça, la plupart du temps, c'est maquillé parce qu'il faut que vous le sachiez quand même. 99,5% des délits découverts dans la corruption, c'est pas le fait des élus entre eux, hein. C'est le fait de lanceurs d'alerte. Oui, c'est un sujet très intéressant. Mais je peux vous en connaissance de cause, parce que tout à l'heure vous me parliez tout à l'heure, et j'ai pas voulu vous reprendre, parce que je ne vais pas non plus faire un débat uniquement avec vous, sur les avancées. Parlons de la loi Sapin 2, qui est une avancée pour les lanceurs d'alerte. Soi-disant. Avant, c'est vrai, un lanceur d'alerte qui lançait une alerte, il était licencié, etc., etc. Il se retrouvait dans la merde. Et j'en connais quelques-uns. Je connais Stéphanie Gibault, qui a donc dénoncé les scandales de l'UBS. Elle s'est retrouvée à la rue, au RSA. Je connais Yasmina, qui a dénoncé un scandale avec Nestlé. Ils ont essayé de la mettre en asile psychiatrique. Grave. La loi Sapin 2 arrive. Alors ça, ils l'ont un peu changé parce que c'était un petit peu gros, mais il y a encore quelques temps. Il était écrit dans la loi Sapin 2 que si un lanceur d'alerte découvrait quelque chose dans son entreprise, il devait, avant toute chose, avertir son N+1. Qui, écoutez-moi, c'était dans le texte de loi, qui devait lui répondre dans un délai raisonnable. Non, je vous jure, c'est dans la loi. Si, loi Sapin 2, protection du lanceur d'alerte. Si le lanceur d'alerte n'avait pas de réponse de son N+1 dans un délai raisonnable, il devait, et c'est dans la loi, je vous jure que c'est vrai, rigolez pas, prévenir son N+2, qui devait lui répondre dans un délai Raisonnable. Je vous jure que c'est vrai, hein. C'est écrit dans la loi. Si le N+2 ne lui répondait pas dans un délai raisonnable, dans ces cas-là, le lanceur d'alerte pouvait commencer à avertir la presse. C'était loi, là, ça, là, c'est pas... Et si vous ne respectiez pas cet ordre-là, le type après pouvait, au procès, déclarer le truc caduc. Et vous retrouvez un deuxième truc super dans la loi Sapin 2. Alors c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que les lanceurs d'alerte quand même étaient mal considérés, hein. On est d'accord? Dans la loi Sapin 2, le lanceur d'alerte, le patron sur lequel vous avez porté plainte, vous avez découvert un détournement, une corruption, une caution, un harcèlement sexuel ou je ne sais pas quoi, a obligation de vous garder. Apparemment, ça a l'air vachement bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai vécu. Hein. Vous savez ce que c'est qu'être au placard? Bon, moi, j'étais dans un sarcophage. 7 ans. Dans un endroit pas de fenêtre. Porte blindée, 2 portes blindées pour venir me voir. Un grillage comme Fleury Mérogis. Mon téléphone portable qui ne marchait pas. Mon imprimante qui ne marchait pas. Mon secrétariat qui m'avait été supprimé. Mon budget divisé par 2. 7 ans. Dans un bâtiment où pendant 2 mois de l'année, je me retrouvais tout seul. Tout est illégal. Mais, patron a l'obligation de vous garder. Donc c'est des lois complètement aberrantes. Alors que la meilleure des lois, c'est qu'il aurait pu se faire sur d'autres pays, comme ça existe dans d'autres pays, le lanceur d'alerte, on l'exfiltre. On lui retrouve un boulot dans une autre entreprise, on ne le laisse pas à la rue. Et ben, c'est pas ça qu'ils ont fait dans le lanceur d'alerte. Le mec, tu le gardes, comme ça jeté à l'œil en plus. Et puis personne ne te parle. Hein. Parce que quand c'est comme ça, et moi je l'ai vécu, des gens que vous connaissez depuis 20 ans, qui vous serraient la main avant, dès que ça commence à vous chauffer, ils ne vous parlent plus. Moi je vais même dire un truc, une fois j'étais en réunion, j'étais cadre A++ dans la fonction publique. Je reviens au bout de 2 mois, et il y avait des réunions de chefs. Et en général, quand vous arrivez 5 minutes en retard, il y en a toujours un qui s'écarte pour que vous puissiez rentrer votre chaise et vous mettre au même rang que les autres. Aucun des mecs que je connaissais depuis 20 ans ne circulait. J'ai fait la réunion au deuxième rang. Pourquoi êtes-vous resté 7 ans alors?
Bon, parce que je les ai emmerdés. Mais non, le courage n'aurait pas été parti. Le courage, c'était au contraire de rester, parce qu'en plus de ça, moi, j'avais un truc qui s'appelait la Halle du Rock. J'avais 50 groupes de musiciens dont je m'occupais, et je m'en suis occupé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, c'est trop facile de dire, si t'es pas content, tu te casses. Je veux dire, moi aussi, on me dit souvent, mais t'as été élu, tu bouffes dans la gamelle, etc. Mais oui, c'était confortable, madame. Moi, pendant 15 jours, j'ai pensé à me suicider. Les 15 jours d'après, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je fais tout sauter. Et puis après, mon côté pragmatique a repris le dessus. C'est-à-dire que comme j'avais un bureau et des studios de musique, donc, quand ils me cherchaient au bureau, j'étais au studio. Donc vous n'étiez pas si malheureux. Mais je n'ai jamais dit ça, madame. J'ai dit que j'ai vécu 7 ans dans un sarcophage, qu'il faut beaucoup de courage pour résister, madame. Moi, j'ai résisté. Non, mais moi, honnêtement, les lanceurs d'alerte qu'on confine dans un bureau, je vais vous assurer que c'est très dur à résister. Moi, j'en ai rencontré plein. Des gens qui dépriment. Le type qui a dénoncé des trucs à la SNCF, ils l'ont foutu dans un bureau. Son téléphone ne marchait pas. Il est resté 2 ans comme ça. Je peux vous assurer que vous déprimez si vous n'avez pas d'autres façons de penser. Moi, j'ai la chance de pouvoir rebondir sur ce genre de choses. Donc, j'ai dit, vous voulez me faire chier? Je vais vous faire chier. Quand il me demandait un rapport, j'ai dit, demandez à ma secrétaire. Bah oui, tu l'as pu. Ah bah oui, faut m'en remettre une. Quand il m'appelait au téléphone, excusez-moi, le portable il passe pas dans mon bureau. Après, c'est comment on réagit. Mais il n'empêche que c'est quand même un sarcophage. Quand vous êtes dans un bureau sans fenêtre, madame, avec 2 portes blindées et un grillage à la fleur et mes registres, moi j'appelle ça un sarcophage. Après, tout le monde ne réagit pas de façon machin. Vous savez que pourquoi tu écris des livres sur la corruption, Pascal, à quoi ça sert? Ça change rien. Après tout, je gagne 1 euro par livre. Il faut en vendre du livre pour gagner un peu de sous. Toutes les conférences que je fais de la France, je ne me fais pas payer une seule. Mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? À rien. Ben si, ça sert à ma simple conscience. Juste ça. Et c'est déjà pas mal. C'était quoi déjà? Ah, le bordel que nous prépare Macron. Ah, vous attendiez ça, hein, putain. Eh ben, Monsieur Macron nous prépare un libéralisme à outrance. J'ai commencé à vous l'expliquer. Excusez-moi, je parle dans tous les sens souvent. Il nous prépare un libéralisme à outrance. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est manipulé, c'est une marionnette. C'est pas une marionnette, il obéit aux ordres de l'Europe. Ok. Tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut dans la salle. Moi, je constate simplement que quelque part, ils sont en train de déréguler tout. Tout. L'hôpital, l'école. Vous savez, je vous donne un exemple par rapport à l'école. Oui, madame, ça remontait avant, mais ça s'accentue. Je peux vous assurer qu'avant, il y avait des truands, mais qu'aujourd'hui, ça s'accentue encore plus. Vous savez que vous connaissez la note du concours d'entrée de professeur des écoles, Académie de Versailles ou Créteil, cette année. Donc, quand vous passez ce concours national, vous êtes instituteur, enfin, vous êtes professeur des écoles. Vous connaissez la note? Pardon? Moins. 3,2. Et vous voulez que je vous en donne encore mieux? Ils n'ont pas eu assez de candidats. Donc l'année prochaine, ils vont passer la note à 2,8, parce que l'année dernière, c'est 3,5. Donc on est en train de nous préparer une génération d'abrutis qui va savoir moins lire que les enfants à qui ils doivent apprendre à écrire. C'est ça qu'on nous prépare. Et ça ne date pas forcément de Macron, je dis simplement que depuis Macron, ça s'accélère. Ça s'accélère, et la vitesse grand V. Ça va s'inverser, là. Ouais, c'est ça. À Marseille, ils ont fait un truc génial. Il y a 51 écoles, il l'a fait l'année dernière, et malheureusement, ça marche. Les gens ont foncé dedans. Dans les écoles, les directeurs ont le droit de choisir leur instituteur ou leur professeur, de définir leurs cours, de définir la façon dont ils font les cours, et une histoire de salaire aussi, etc. Ah ben, c'est pas vous déréguler, mais je suis logique après. Moi, j'essaye de me projeter un petit peu. Quand vous avez dérégulé l'école et que l'école n'est plus la même pour tout le monde, moi, j'ai 6 gamins, qu'est-ce que je fais? J'essaye de mettre mon gamin dans le meilleur. Même s'il faut que je paye un peu plus, même si, etc. Non, mais c'est logique. Mais moi, le premier, j'ai fait ça. Je suis, entre guillemets, j'ai eu 6 gamins. Mon gamin a été destroy une fois dans une école publique. Et ce que j'ai fait, c'est mon gamin, je l'ai mis dans une école privée. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des mères. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Ils sont en train de déréguler l'école. Donc vous avez voté pour un corrupteur. Pardon, j'ai voté blanc, moi. Excusez-moi, j'ai voté blanc. Je n'ai sûrement pas voté pour un corrupteur. Depuis Chirac, je vote blanc. Mais quand vous changez d'école, c'est pareil. Aujourd'hui, il dérègle l'école. Je veux dire, par rapport à ce concours dont je vous parle, par exemple, qui est un concours national. D'accord? Jules Ferry doit se retomber sur sa tombe. Eh bien, en Seine-Saint-Denis, enfin, l'Académie de Créteil, pour rentrer, pour devenir professeur des écoles, il faut que vous ayez 3,2 au concours, et au même concours,
À Strasbourg, il faut que vous ayez 7. Alors, attendez, un concours, Oui. ça n'est pas une note, c'est les X premiers, X premiers, oui, qui sont reçus. C'est ce que je suis en train de dire. Si le 50e, on en reçoit 50, si le 50e il a 3 sur 20, il a 3 sur 20. Il n'est pas reçu. Pardon? Il n'est pas reçu. Non. La note éliminatoire sur le Créteil, c'était 3,2. Excusez-moi, vous pouvez pas me la faire à l'envers. Je peux même vous dire sur l'Académie de Créteil, ils n'ont pas eu assez de candidats, il manquait des postes. Il y en a même qui n'ont pas eu 3,2, ils n'ont pas eu tous les postes qu'ils voulaient. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une détérioration du niveau des professeurs des écoles. Ça c'est ce que nous prépare Macron. Allez-y. Allez-y. Déjà Allègre qui voulait dégraisser le mammouth. Oui. Ah mais je dis pas que c'était d'hier, je dis simplement, écoutez bien ce que j'ai dit, je l'ai dit. J'ai dit que ça s'accélère à la vitesse grand V avec Macron. C'est tout. On va voir ce qu'on va faire Gabriel Attal. Il a commencé déjà, ça va réagir. Parce que c'est pas Bengaï, c'est une autre envergure. Ah mais très honnêtement, si Gabriel Attal fait mieux que les autres, je serais très content. Moi. Je serais très content. Je crois que c'est pas lui qui a dit qu'il y aurait un enseignant devant chaque élève à la rentrée. Hein? Devant chaque. Ah ouais, devant chaque classe. En septembre, il y avait 4000 enseignants qui manquaient. Oui, mais il y avait combien d'absentéisme dans la... Mais on est d'accord, madame, mais encore une fois. Encore une fois, on ne peut pas faire ça comme ça. Je dis simplement que nos enfants ont besoin d'enseignants et que de plus en plus, il y a de moins en moins d'enseignants, c'est tout. Parce qu'on est mal payé, excusez-moi. Mais on est bien d'accord. C'est pas un métier qui attire. Mais ça n'attire plus du tout. Mon épouse était professeure des écoles. Elle a pris sa retraite anticipée parce qu'elle n'en pouvait plus. Je suis d'accord avec vous? En fait, c'est un métier qui n'attire plus. Étant donné que je suis enseignante en lycée, je peux en parler. Première chose. Deuxième chose, comme ça n'attire plus, les quelques candidats qui passent le concours n'ont pas forcément le niveau. Et donc, comme il faut en effet des profs devant les élèves, eh ben, on les repêche à 3 de moyenne. Et encore, là, vous parlez de professeurs des écoles, mais profs de maths, c'était 8 de moyenne au CAPES cette année. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien payé et qu'on parle dans la presse, ça c'est les médias, de revalorisation des salaires des enseignants. Moi j'attends, ça fait des années que j'attends. D'accord. Par contre, on m'en demande plus. C'est vrai. Et l'histoire de mettre un enseignant devant chaque élève, c'est que cette année, on nous a fait signer le pacte. Et le pacte, c'est quand vous avez un enseignant d'absent, eh bien, quelqu'un d'autre prend sa place pour faire la discipline qu'il souhaite, ou la sienne, ou autre chose. Voilà, c'est ça. Et donc, ça fait des heures payées en plus, bien sûr. Je suis d'accord. Mais maintenant, voilà, c'est... Maintenant, il y a quand même une détérioration du niveau. Ah, mais clairement. On est bien d'accord. Et je suis d'accord que ce n'est pas d'aujourd'hui. La détérioration du niveau vient aussi du fait que ça coûte cher de redoubler. Moi, je suis dans le public, hein. Je Oui. ne suis pas dans le privé. En fait, les redoublements ne sont plus acceptés parce que ça coûte cher à la société. Donc, on fait passer des élèves année après année jusqu'au lycée. Et moi, je peux vous dire, cette année, j'ai des secondes, première terminale. En seconde, j'ai des élèves, quand vous lisez une copie, il y a des fautes tous les 2 mots. Et ils sont là parce que... Ils sont pas mal, ceux-là. Ouais. Moi, j'ai pire. Hein. Ils sont là parce que ils savaient pas quoi faire en fin de 3e, alors on les pousse en seconde. Oui. Et moi, maintenant, mon boulot en tant que prof principal, c'est trouver quelle orientation pour soit à la fin du bac, soit en fin de seconde. Et moi, alors non seulement je suis pas augmentée, mais en plus, maintenant, on me demande de faire l'administratif aussi. Encore une fois, vous prêchez un convaincu. Ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'il y a une réelle détérioration de l'éducation, entre autres, et que malheureusement, depuis Macron, ça s'accélère. Parce que, comme il est en train de mettre en place une libération aux trans, et l'expérience qu'il a fait sur Marseille, où dire vous prenez le salaire que vous voulez, vous prenez les instituteurs que vous voulez, vous prenez les enseignements que vous voulez. Parce qu'il a même autorisé les enseignants dans les écoles à faire l'enseignement qu'ils voulaient. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne vont pas réussir. Je dis simplement que l'uniformité
de l'enseignement en France est en train de s'étioler et de partir à vitesse grand V. Et que ça, c'est grave. Et si vous rajoutez à ça la détérioration, excusez-moi encore une fois de rien, des retraites, parce que les gens ne savent pas, mais aujourd'hui, il va falloir 47 annuités minimum pour toucher 900 € de retraite. 900 € de retraite aujourd'hui, comment vous faites pour vivre? Et ça, c'est pour demain. Mais c'est pas que c'est possible, c'est la réalité, madame. Si vous n'avez pas cotisé pour plus que 900 €, vous touchez 900 €. Mais madame, quand vous êtes à 1300 au SMIC et que de plus en plus il y a des sociétés, il y a des boulots de service, c'est-à-dire que les gens sont sous-payés pour travailler, etc., il est évident que de toute manière, ils ne pourront pas cotiser. Ils ne pourront pas. Ils cotisent au prorata de leur niveau. Eh bien, c'est ce que je suis en train de dire, ils toucheront 900 € par mois pour vivre. La crève. Celui qui gagne 5 000 touchera le pourcentage de ce qu'il aura cotisé. Mais encore une fois, je ne suis pas contre que les gens touchent une bonne retraite, madame. Mais non, mais ils l'ont au prorata de ce qu'ils ont gagné. Mais ça ne fonctionnait pas comme ça avant, il y avait au moins du minimum de retraite. Aujourd'hui, même sur les 900 €, c'est 47 années à taux plein. C'est-à-dire qu'il faudra que les gens ils aillent bosser sans s'arrêter, avec un petit salaire pour toucher 900 €. Ceux qui auront eu le malheur d'avoir un accident de travail, d'avoir eu des périodes de licenciement, des périodes de chômage, ça sera retiré. Donc c'est 600 € qu'ils vont toucher, madame. Mais c'est pas mes noms. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres officiels. Moi, je veux bien. Hein. Je digresse. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, c'est de ma faute, je fais toujours très bien. Je vous avais prévenu. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ajoute qu'en plus, on est dans un monde de communication aujourd'hui et que le mensonge devient l'habitude et la vérité devient l'exception. Et ça me rend fou aussi. Oui. Conseil régional. Non, je ne vais pas intervenir à ce niveau-là. Je vais simplement, si vous voulez, poser une autre question. Parce qu'on parle de choses dont on ne connaît pas l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit il faut qu'on travaille 47 ans pour la retraite. Oui. Est-ce qu'il y aura du travail pour tout le monde? Parce que c'est ça la chose importante. C'est qu'il y a une conférence qui s'est tenue en 1995 à San Francisco, qui évidemment n'a attiré l'attention de personne. C'était une conférence qui était organisée par le World Economic Forum. Et la question à laquelle devaient répondre les participants, c'était l'employabilité de la classe productive en 2050. Et je ne sais pas si vous savez quelle a été la réponse, quel a été le consensus, et c'est Zbigniew Brzezinski qui était le rapporteur. Et c'est pour ça que cette conférence a pris depuis le nom de la conférence des 8/10e. Il est prévu qu'en 2050, il n'y ait que 20% de la classe productive qui ait un emploi. Donc, vous voyez immédiatement la question que ça soulève, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et les autres, Brzezinski, il avait la réponse, c'est le tititainment. C'est-à-dire, on leur donne de quoi survivre, l'argent hélicoptère de Friedman, et on les occupe sur leur canapé, devant la télé. Donc, ils auront besoin de quoi? Savoir utiliser la zapette et savoir commander une pizza par téléphone. Voilà l'avenir que nous prévoient aujourd'hui les gens comme Macron. En sachant que, j'ajoute quand même, parce qu'en regardant sur ce qui s'est passé dans le monde entier, il y a surtout beaucoup de boulots de services qui vont se mettre en place. Je rappelle qu'au Japon, par exemple, il y a un métier maintenant qui s'appelle pousseur de gens dans le métro. Donc on va avoir de plus en plus de métiers de service. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques-uns qui vont prendre les 4/5e du gâteau, et l'ensemble des autres qui vont se partager le 1/5e qui reste. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se batte. Et encore une fois, je le redis, c'est pas un discours de gauche ou de droite, c'est un discours de système. Alors, là, mais je reviens dans 4 semaines, parce que l'intelligence artificielle, encore une fois. Mais vous savez, c'est comme tout, malheureusement. Quelque chose peut être bien, et quand on s'en sert mal. Une autre question. Bonsoir. Je voulais juste revenir sur le propos de madame, je ne sais pas par là qui s'insurgeait pour les retraites tout à l'heure. Ouais. Il faut quand même savoir que nos générations ici présentes, pour les professions libérales entre autres, on a versé dans des caisses diverses et variées, et qu'on se retrouve, oui, avec des retraites à 900 €. Il ne faut pas nier ça, madame. Je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure, madame. Il ne faut pas le nier. Et un autre fait, c'est que qu'avons-nous fait pour pouvoir une vraie retraite? On a investi dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on se fait rattraper par les lois actuelles
CSG qui nous assomme, plus l'IFI. Donc, le problème de la retraite, même pour nous qui avons eu des professions libérales, voire des chefs d'entreprise, il n'est pas réglé aussi simplement que cela. Et je voudrais aussi revenir sur Madame derrière qui a dit une chose très intéressante et, à mon avis, loin d'être stupide. J'ai vécu... Oui, non, ce qu'a dit Madame, c'était pas sot. Tout à l'heure, certains ont dit, mais on ne pourrait pas. Ben si, moi j'ai vécu longuement en Suisse. Et souvent, je dis à mon épouse, on devrait s'inspirer quand même un peu de la Suisse. Car le système des votations, il n'a rien de mauvais. C'est le citoyen, avec effectivement un genre de pétition, qui dépose un texte de loi. Et moi, j'ai participé à ça. Et effectivement, on change les choses. Et il faut savoir qu'en Suisse, il y a un chef de l'État, il y a 8 ministres, il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 55 comme en France. Et on a des députés. Et les députés, ils touchent 150 francs suisses de jetons de présence par mois. Au bout de 3 sessions, ils ne sont pas passés, ils ne sont pas venus, ils sont virés. Voilà le système en Suisse. Donc, on ne va pas être des anarchistes, mais ce que disait Madame tout à l'heure était très sensé. On pourrait très bien prendre la main. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire demain matin, mais on peut changer les choses. Ah, mais et c'est dans cet esprit-là. Alors, si ce n'est pas nous qui le faisons, ça sera nos enfants ou nos petits-enfants. Il faut le souhaiter. J'espère, mais moi, le RIC tel qu'il est fait en Suisse, je suis pour, il n'y a pas photo. Je dis simplement qu'à partir du moment où on met des élus, entre guillemets, je pèse mes mots, entre guillemets, qui sont amenés à être corrompus, c'est pas eux qui vont voter la loi. Donc c'est difficile de le mettre en place. Et la révolution aujourd'hui, moi je suis pas forcément pour, parce que la révolution en général, ce qui se passe dans les révolutions flagrantes, les gens, le peuple qui se soulève et qui casse tout comme ça, ceux qu'on tue en premier, c'est des gens comme moi. Donc ça m'embête un peu, quoi. Et je m'aperçois que dans les révolutions que j'ai regardées, ceux qui avaient des privilèges, après ils ont des droits, et ceux qui avaient des droits, ils ont des privilèges. Donc j'ai une impasse par rapport à ça. Mais le RIC, je suis pour. Les systèmes de votation en Suisse, c'est génial. Et le député ne fait qu'entériner finalement à la Chambre la votation qui a été faite par le peuple. C'est le peuple qui s'exprime. Alors évidemment, ils sont 6 millions. Nous, on est 67. Mais c'est vrai. Mais tout peut s'adapter. Pourquoi pas s'en inspirer, ne serait-ce que cela. Et pour conforter ce que disait le monsieur, c'est pas pour ça qu'on éradiquera complètement la corruption, l'inclusion, mais au moins on fermera un peu la porte. On fermera la porte. Et aujourd'hui, on ne veut pas la fermer. On l'ouvre de plus en plus. Et ils votent même des lois maintenant pour s'amnistier. Et vous savez qu'en plus, c'est un truc de fou, je vais vous en citer un autre. Encore une fois, je vous fais dans le factuel. À l'Assemblée nationale, pour voter une loi, à l'Assemblée nationale, pour voter une loi, il suffit de un député. Un député. S'il y a un député, la loi peut être votée. C'est arrivé en juillet je sais pas, où il y avait 2 députés dans l'Assemblée. Ils ont été obligés de prendre le téléphone parce que ça leur foutait mal, ça serait su, c'était une loi importante, pour rappeler des députés qui étaient pas loin, qui dormaient. Pire, le Sénat, alors que c'est complètement illégal, etc. Chaque sénateur peut avoir 100 votes. Ouais, t'en mets pas sur le cul, c'est dans le règlement intérieur. Donc un sénateur peut voter pour 100 sénateurs. Ils sont 357. 4 dans l'hémicycle, ça passe. Alors que c'est complètement illégal. Mais c'est dans le règlement intérieur. Ces gens-là se foutent de nous. Donc c'est vrai que tant qu'on arrivera, quand on revotera pour ces gens-là, ça ne changera pas. Je sais, le problème c'est ça que je n'ai pas osé dire au monsieur, c'est que la plupart des choses on ne les sait pas. Sauf quand il y a des gens comme moi qui viennent vous le dire. Mais une autre chose, monsieur Pasco, une autre chose, Oui. c'est que nous, en tant que chef d'entreprise ou quoi que ce soit, on est tenus tous de faire un bilan et de le déposer au greffe. Et tout à chacun, Et d'avoir un expert comptable. français peut aller voir sur votre entreprise les résultats de votre entreprise. On est d'accord. Alors moi, j'aimerais bien que un Français fasse un bilan où on a les entrées, les sorties, les frais, les machins, et que chaque citoyen français qui paye de l'impôt reçoive ce bilan pour pouvoir supprimer la Cour des comptes, parce que ça a un grand intérêt, ça nous coûte cher. Et à ce moment-là, on aura en main la réalité de la gestion de notre pays et on pourra sanctionner plus clairement les élus. Vous prêchez un convaincu. Voilà. En Suède, il existe pour chaque ministre, tous les jours, hein, il y a un fascicule où toutes ses dépenses journalières sont notées. Toutes ses dépenses journalières du ministre. J'ai été au restaurant,
76 €, il y a marqué 60 €. J'ai droit à 80 €, il y a 4 € en rab. Le repas à coûter plus, c'est de la poche du ministre. Tous les jours, c'est publié. Tous les jours. Moi, je demande qu'on le fasse. On peut tout à fait avoir un audit De... de ce qui est dépensé en France. Ah bon? Ça serait bien, oui. Ah oui, ça serait bien. Les agences de l'État nous coûtent de l'argent. Ça serait bien. Ils servent d'ailleurs à placer les copains. Donc un audit, tout simplement. Ah, Je suis mais, d'accord avec monsieur. Voilà. Mais il y en a qui ont C'est essayé. pas Hein. compliqué. Hein, Vous savez, c'est comme le sketch de la Palès. Et il y en a qui ont essayé. Hein. Oui, je ne sais pas. Et Aujourd'hui- je pense que les Français ne pourront pas demander trop de choses, mais un audit et un référendum. Ça serait déjà bien. Ben, en 2005, on s'est fait. Oui, ben là, c'est compliqué pour le référendum. Mais un audit, madame, c'est un truc qu'on demande régulièrement. Et je On n'a pense que jamais les la. Français devraient le demander. Mais- Chaque Français devrait, devant les élus, dire « Je veux un audit de l'État, je veux un audit de l'État. Ouais. On nous l'a promis, réduire les dépenses. Mais si chaque Français dit « Nous voulons un audit de l'État », eh bien, on va tous le dire, c'est tout. Ah, mais. On ira par nos enfants. D'accord. On commence demain? Ça va se faire plaisir. Dans la logique des choses, va par la question ici. Ouais. Alors, non, c'est pas une question, c'est une solution. Waouh. D'accord. J'ai une proposition de solution. J'ai un ami qui a inventé une application sur le téléphone qui peut être proposée à toutes les communes de France. Et sur cette appli, on voit exactement comment est dépensé le moindre centime de la commune. Alors, cette application existe. Maintenant, il faut que les communes acceptent évidemment la transparence. Ouais. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il s'agit de notre argent. Si les gens ne réagissent pas, et d'ailleurs on voit que la France est totalement comateuse, elle a été anesthésiée par 2 ans de Covid et de confinement et de tout ce qu'on veut, où les gens se sont totalement repliés sur eux-mêmes et ne pensent plus qu'à eux, eh bien, ils sont en train de nous ruiner. Et je vous garantis que le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, pour lequel on se plaint, il sera divisé par 2 l'année prochaine. Alors, il y a un moment, il va bien falloir réagir. D'autant plus, et je rejoins Jacqueline, que ce qui nous prépare dans les cartons est quand même grave. Il y a une loi ils ont quand même reculé parce que ça a apporté trop de dégâts. Ils ont fait une loi où, quelque part, il y a certains pays, par exemple, où tu n'es pas propriétaire de ton terrain. Et bien, ils sont en train de le mettre en place. Et donc ben oui, les gens marchent, mais c'est comme l'argent liquide, c'est plus pratique. Mais tu paieras son loyer sur le terrain, et le pire, c'est que tu ne seras jamais propriétaire de ta maison, puisqu'elle est sur le terrain. Et tu peux perdre la propriété de la maison. Et petit à petit, ils sont en train de mettre ça en place, et si on se laisse faire, ils vont le faire. Et moi, et comme tu disais, comme c'est la grenouille et que ça chauffe doucement, etc., on se laisse faire. Et c'est aussi pour ça que j'écris mes bouquins, juste pour réveiller les consciences. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je vais vous citer un dernier exemple, et puis je vais arrêter, parce que sinon c'est ce qui se passe à chaque fois dans les conférences. Je continue, les gens se barrent et je vous passe le bouquin. Non, c'est pas tellement une question, c'est... Enfin, excusez-moi, je reprends la parole. C'est... vous parlez de la corruption dans tous les domaines. Là, il s'agit d'argent. C'est déjà grave parce que c'est notre argent et à côté, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, effectivement, enfin des étudiants qui crèvent la dalle et tout. Bon, ça après, ça dépend où on place notre empathie. Mais c'est grave quand la corruption, elle est dans la santé. Parce que là, on nous fait... voilà, on a vu ce qu'on vient de traverser. Quand on nous oblige à faire des trucs... voilà, enfin on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces injections, et qu'on empêche les gens de travailler et qu'on nous empêche d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, qu'on nous vole nos libertés. Moi, je suis convaincu. Et non seulement ça, mais le pire c'est qu'on a été pris dans l'as parce que, en plus, ils ont été. Moi, je vais vous le dire, hein, très honnêtement, je suis pas anti-vax, j'étais anti-ARN. Et j'ai milité pour que le vaccin soit obligatoire. Non, c'est pas malin, c'est stratégique. Parce que le vaccin obligatoire, il y a des responsables.
Non, mais attendez, je savais qu'il ne le ferait pas. Faut arrêter avec cette histoire de Covid, ce qui est raconté, c'est n'importe quoi. On ne va pas vous expliquer ce qu'il y a dans le vaccin. Est-ce que vous comprendriez vraiment? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes chercheur? Franchement. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Hein. Ça a été expliqué, je veux dire, bon, après... Vous savez qu'il y a des familles qui se sont déchirées à cause de ça. Hein. Mais c'est quand même le confinement qui a permis un arrêt d'une pandémie. Je suis désolée. Bon, on a un gros sujet sur le Covid. On va laisser finir, s'il vous plaît, on va laisser finir la conférence. Je vais juste vous donner un truc sur la façon dont ils nous manipulent, et après j'arrête parce que je voudrais quand même que la libraire soit venue pour rien. Ouais. Je vais vous dire un truc con à Paris qui s'appelle les eurodateurs. Et c'est juste la façon dont petit à petit on nous amène gentiment à nous faire manipuler et à nous faire accepter l'incroyable. Avant, dans Paris, il y avait plein d'eurodateurs. D'accord? Vous arriviez, vous mettiez vos sous, vous descendiez de voiture, vous allez m'acheter, oh merde, j'ai oublié de remettre des sous, tu retournais 10 minutes. Maintenant, il y a de moins en moins d'eurodateurs. Moi, pour mettre des sous, il faut que je fasse des fois 600 mètres, j'ai toujours la trouille 1 km pour trouver un eurodateur dans Paris. Et, sans nous obliger, bien entendu, hein, vous êtes de plus en plus sommé de quelque part prendre votre application d'eurodateur sur votre téléphone. Et on ne vous l'oblige pas, comme pour ce que vous parlez tout à l'heure, on ne vous oblige pas. On vous incite parce qu'il n'y a plus d'eurodateur, on vous dit que c'est plus pratique, ça sera plus simple. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand vous avez votre application eurodateur sur votre téléphone, avant, quand vous mettiez des sous dans l'eurodateur, vous descendiez de bagnole, vous alliez jusqu'à l'eurodateur, vous le cherchiez, vous mettiez la pièce, vous retournez de votre voiture, vous aviez gagné, allez, 10 minutes. Vous aviez gagné 10 minutes avant de mettre votre pièce, le temps de chercher l'ordinateur. Avec l'application, c'est à la minute près. Vous descendez de bagnole, vous payez. Qui gagne dans cette affaire? Vous? Non mais ça a l'air de rien. C'est des petits, je vais vous en citer un autre qui me rend fou aussi. Mais c'est des petits trucs, madame, je suis d'accord. C'est des petites rivières. Dans les parkings souterrains. Dans les parkings souterrains. Avant, vous aviez une machine au 2e sous-sol où vous allez mettre votre pièce. Vous récupériez votre ticket, vous descendiez au 5e sous-sol, vous cherchiez votre voiture, parce que vous ne savez jamais où vous l'avez mis, ça a duré 10 minutes, vous sortiez, vous tournez dans les machins, et puis vous sortiez avec votre ticket que vous aviez pris 10 minutes avant. On est d'accord? Ben non, maintenant, la plupart des trucs, ça va être sur votre smartphone, entre guillemets, à la sortie à la borne. Donc les 10 minutes où vous cherchez votre bagnole, etc., vous les casquez. Ça a l'air de rien, c'est des petites rivières. Mais oui, mais c'est rien du tout. Mais vous savez, une petite rivière, j'appelle ça de la manipulation. Je vais vous donner un autre truc complètement fou. Dans Paris maintenant, vous ne pouvez plus acheter un ticket de métro papier. Vous êtes obligé de l'acheter sur votre smartphone. Et c'est vachement plus pratique. C'est d'une évidence absolue. Alors bien entendu, il ne faut pas perdre son smartphone avant de prendre le métro. Il ne faut pas non plus, et je ne fais pas de complotisme d'accord, vouloir être fliqué. Parce que l'avantage du ticket de métro, c'est que vous pouviez le prendre n'importe où, aller n'importe où. Avec le smartphone maintenant, je sais quand vous avez pris le métro, où vous l'avez pris et à quelle heure vous l'avez pris. Mais encore une fois, c'est un point de détail, madame. C'est juste la société qu'on est en train de nous préparer pour demain. Avec soi-disant... Tu prends ta voiture, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes et tu prélèves. On est d'accord, madame. On nous la faisait payer. J'ai refusé pendant des années de la payer. Mais on est d'accord, madame. Moi aussi, je me suis battu, j'ai été obligé de la prendre à la finale parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Mais c'est pas pour ça que je suis d'accord. Je dis simplement, quand je constate des faits, je dis simplement qu'on nous prépare une société demain où quelque part on pourra même plus respirer parce qu'on sera fliqué de partout. Je vais vous en donner un autre et je termine là-dessus parce que je voudrais bien devant vivre que... Attends, je termine. Monsieur Darmanin, qui est en train de nous préparer une loi comme quoi il va conjuguer la carte vitale avec la carte d'identité. Mais c'est un bonheur, ça va être plus pratique, madame. Tout sur la même carte, mais c'est génial. Et puis demain, on va mettre le compte en banque sur la même carte. C'est génial. Et puis, bien entendu, c'est sécurisé. Hein? Bah oui. Par contre, après, quand vous allez chercher du travail et que vous allez présenter votre carte d'identité à votre patron, et il pourra, mais non, il ne le fera pas, hein, parce que c'est sécurisé. Voir que vous avez fait 3 tests sanguins pour savoir si vous étiez enceinte le dernier mois,
putain, je comprends pas pourquoi il m'a pas pris dans le boulot, dis donc. Mais encore une fois, c'est plus pratique. Vous voyez comment vous êtes? Je suis femme, donc tout de suite vous me faites ensemble. Mais j'ai la même chose pour les gars. Madame, je serais très content de vous. Mais j'ai la même chose pour quelqu'un qui a le diabète ou qui a une sclérose en plaques. Le problème, c'est qu'on nous prépare, soi-disant, une société de liberté qui, en fin de compte, va être une prison temporaire. Et c'est la société qu'ils sont en train de mettre en place. Mais le pire, et je termine là-dessus, c'est que la plupart des gens sont d'accord. Parce que c'est plus pratique. Hein? Une dernière question, je voudrais vendre quelques livres, monsieur. Oui, juste une dernière question. Moi, je peux aller jusqu'à 2h du matin. Non, mais je reviens encore. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé des dépenses complètement folles. Tous ces gens, toutes ces retraites que l'on paye à des gens qui ont perdu la vie dans des pays étrangers. C'est vrai. Terre France. Alors, personnellement, je reviens sur mon exemple suisse. Tous les 3 mois, je reçois un courrier de la Suisse qui me demande d'aller remplir mon document à la mairie en présence d'un témoin pour justifier que je suis toujours vivant pour pouvoir toucher mes droits à la retraite suisse. Voilà. Donc, avec un peu d'humour, j'y suis allé il y a quelques jours à la mairie de la Baule, j'ai dit à la dame qui m'a fait mon document avec le tampon, j'ai dit, oui, ça serait bien si ça fonctionnait comme ça en France. Et la dame m'a dit, mais non, il n'y a pas de raison que ça fonctionne, tout va bien en France. Ou comme le monsieur, c'est mieux qu'ailleurs. C'est le mot de la fin ou Non, c'est bon. Moi, je peux continuer jusqu'à 2h du matin si vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, je pense qu'on va remercier Philippe. Et vous pouvez encore discuter avec lui si vous avez le courage, il est à votre disposition. Oui, je le dis toujours. Les gens qui veulent, je leur donne ma carte de visite avec mon email, mon téléphone, etc. Je réponds à tous mes mails. Donc s'il y a des gens qui sont frustrés, qui trouvent que j'ai trop parlé à gauche et trop parlé à droite,